J'adore les fins d'année parce qu'on reçoit plein de cadeaux. Et à ma grande surprise, un matin, je me réveille et j'ai un gros paquet qui arrive, un énorme paquet. Et dedans, qu'est-ce que je reçois? Un livre de notre journaliste que l'on connaît bien sur cette chaîne, Jean-Michel Jacquemin Raffestin, avec un nouveau tome, le tome 3. Ne leur pardonnez pas, numéro 3. Ils savent très bien ce qu'ils font, mais cette fois-ci, c'est l'empire du mensonge. Des recherches, bien sûr, sur la guerre actuelle en Ukraine, mais aussi sur la politique d'Emmanuel Macron, ainsi que sur les États-Unis et leur président. Jean-Michel, bonjour. Merci d'abord pour ce tome 3. J'ai une question tout de suite, c'est pourquoi un tome 3? Bonjour Mika, merci de me recevoir. Et c'était pas prévu un tome 3. Mon éditeur m'avait demandé l'année dernière s'il y aurait un tome 3 et non, j'en restais au tome 2 parce que je voulais absolument écrire sur cette guerre que les États-Unis font à la Russie sur le dos de l'Ukraine et sur le dos de l'Europe, bien sûr. Et au fur et à mesure où j'ai plongé dans les renseignements que j'accumulais depuis plusieurs années, je me suis aperçu que finalement ce serait un tome 3 parce que c'était les mêmes qui mettaient la pagaille dans le monde depuis des années. Il faut quand même savoir que depuis 248 ans d'existence, les États-Unis ont été 228 ans en guerre, Okay. que sur 248, c'est le même chiffre, guerres dans le monde, les États-Unis en ont provoqué 201. Donc, on voit bien qui pose des problèmes dans le monde. Hein, parce que sans les États-Unis, finalement, il n'y aurait eu que 47 guerres. C'est quand même important de le souligner. Voilà, donc je voulais absolument m'informer là-dessus. Et puis évidemment, en cherchant, j'ai trouvé des choses incroyables que je ne savais même pas. Je ne savais même pas, moi, que mai 68, ça avait été préparé par la CIA parce qu'ils voulaient absolument se débarrasser du général de Gaulle. Bon, aujourd'hui, les documents sortent, mais bon, j'en avais jamais entendu parler. Et puis, pour plein d'autres choses, on entend toujours parler de l'affaire de Cuba avec Khrouchtchev qui avait mis des missiles à Cuba. Oui, ça c'est ce qu'on entend, mais pourquoi Khrouchtchev avait-il mis des missiles à Cuba en 62? Parce qu'en 61, et les archives iraient plutôt préciser 1959, les Américains avaient mis des missiles en Italie et en Turquie pour viser l'Union soviétique. Voilà, ça on l'oublie toujours. Donc j'ai découvert beaucoup de choses, j'ai découvert l'Ango aussi. C'est-à-dire que les Américains ne sont pas venus du tout libérer la France. Ils sont venus occuper le territoire français. D'ailleurs, ils sont arrivés avec des petits billets verts de 50 francs, de 100 francs. J'ai mis les photos dans le livre d'ailleurs. Oui, ils venaient peut-être nous libérer des Allemands, mais ils venaient occuper notre territoire. On n'aurait pas eu le général de Gaulle. Aujourd'hui, on parlerait anglais. Donc encore un énorme travail de fourmi, de recherche, où tu dévoiles ici le dessous de cette guerre en Ukraine, le pourquoi aussi de cette guerre en Ukraine. Avant de nous donner quelques détails, sans nous raconter le livre bien sûr, mais des points clés de ce qui se cache derrière cette guerre, est-ce que tu peux juste me dire qu'est-ce qui t'a fait, pourquoi est-ce que tu t'es réveillé un matin, tu as dit tiens maintenant aujourd'hui, ok fini les expériences hein, de toute l'année 2019-2020, et là je vais me poser et je vais quand même regarder la vérité derrière cette guerre. Et puis c'est pas tout, c'est et ensuite la dévoiler au monde. Parce que je suis toujours guidé par mon ange gardien, moi, donc je pourrais déjà te parler du prochain. Je suis déjà guidé sur le prochain, voilà. Donc, je pense que c'était quelque chose d'important et parce que les gens ne connaissaient pas. D'abord, je le vois bien en parlant. J'ai, j'ai des lecteurs qui m'envoient des courriels et tout et qui découvrent le sujet. Pour nous, ce que nous racontent nos médias, c'est loin d'être la vérité, tu vois. Nous savons tous qu'on nous enseigne que Poutine, c'est le méchant dictateur, mais enfin bon, c'est pas Poutine qui a brûlé la Syrie, c'est pas Poutine qui a détruit l'Irak, c'est pas Poutine qui a mis la famine en Afrique, qui a pillé les richesses des pays africains, c'est pas Poutine qui a mis des bombes au phosphore pour tuer les enfants de Palestine, c'est pas Poutine qui a mis les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, c'est pas lui qui a déclenché la guerre du Rwanda, c'est pas lui qui a fait exploser la Libye.
Et on nous parle toujours de Poutine, mais non, il faudrait quand même regarder ailleurs. D'abord, je crois que mon introduction avec les 201 guerres réalisées par les États-Unis et leurs 228 ans de guerre par rapport à leurs 248 d'existence sont assez explicites sur le sujet. Disons que ça pose l'effet directement. Alors Poutine dans cette histoire. Poutine, je le trouve très patient. Vraiment, je trouve que... Alors, j'ai vu qu'on proposait un prix Nobel de la paix à Zelensky, cet homme qui fait massacrer son peuple, qui, au 30 décembre l'année dernière, avait déjà 500 000 morts. Là, au 30 octobre, il en avait 480 000, dont 69 670 rien que pour le mois d'octobre. Donc, il va encore terminer l'année à 500 000. C'est-à-dire qu'il aura fait tuer plus d'un million de personnes dans son pays. Il y a 5 millions d'Ukrainiens qui se sont exilés dans d'autres pays. Il y a, déjà avant, depuis 2014, il y avait 4 millions qui s'étaient exilés en Russie. Et donc lui, on va lui décerner le prix Nobel de la paix. Enfin, j'espère que ça... Mais bon, Obama a bien eu le prix Nobel de la paix avec cette guerre à son actif, donc pourquoi pas. Non, moi, je trouve qu'on pourrait donner le prix Nobel de la patience à Monsieur À Poutine. Poutine, parce que on a beaucoup de chance d'avoir Poutine en face de nous. On aurait Grégory Medvedev, Dimitri Mhm. Medvedev ou Piotr Tolstoï. Euh, je pense que l'Europe aurait déjà reçu quelques missiles, sincèrement. Alors le vrai pourquoi de cette guerre, en tout cas de ce que tu as découvert et que tu as mis dans ce livre, tu peux juste nous citer les deux, trois points principaux. Alors, cette guerre, elle est annoncée, elle est préparée, elle est scénarisée depuis plus de 30 ans. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu le livre de Zibri Brzezinski, qui est sorti, qui est paru en 1997, Le Grand Échiquier, Mhm. c'était indiqué dedans. Alors, les gens qui vont lire le livre vont découvrir deux rapports, le rapport Rand Corp et le rapport Barry-Rosen, qui sont sortis en 1992-1993. Le Barry-Rosen est plus facile d'accès pour le néophyte. Ils vont découvrir que tout est préparé à tel point que même l'anéantissement de l'armée ukrainienne est prévu. C'est ce à quoi on est aujourd'hui. Et après, il parlait de l'arme nucléaire. Iront-ils jusqu'à l'arme nucléaire? Je ne sais pas. Euh, on, on Mais, attend tous le mais 21 janvier. d'accord, mais l'intention de l'intention des États-Unis. L'intention des États-Unis après le 21 janvier, je pense qu'elle va changer. Je crois que déjà là, maintenant, le président de la Chambre, Johnson, a dit que c'était plus à Biden d'envoyer de l'argent ou Mhm. des armes en Ukraine, mais c'était Trump qui déciderait. Ok. Donc, on va voir. D'un autre côté, l'équipe que Trump met en place, C'est la question que je voulais te poser, c'est que depuis que maintenant Trump est revenu au pouvoir, est-ce qu'il va pas y avoir des changements? oui, il va y avoir des changements, mais il a une équipe autour de lui. Bon, il y a Tulsi Gabbard, effectivement, qui, elle, était contre cette guerre, qui était contre le fait d'approvisionner l'Ukraine en dollars et en armement. Mais les autres qui sont dans son équipe militaire, je dirais, c'est tous quand même des pros en guerre, hein. Donc, faut bien reconnaître que sur le terrain, c'est la Russie qui a gagné, hein. Euh, je sais que nous avions un ministre de l'économie qui voulait mettre son économie à genoux, Mhm. mais à ce moment-là, il fallait qu'il aille travailler en Russie, il fallait pas qu'il reste en France. Et aujourd'hui, le PIB au 30 octobre, il est de 4,1 pour la Russie. On aimerait bien avoir ça en France, hein. Donc, ça n'a pas du tout mis la Russie à plat. C'est vrai qu'en 2014, la Russie a souffert, son PIB a baissé de 35%, mais ils ont récupéré en 2017, ils ont mis 3 ans. Et puis ici, comme l'ont dit Madame Merkel et Monsieur Hollande, les traités de Minsk ont servi seulement à gagner du temps pour que l'Ukraine puisse s'armer davantage. La Russie, elle en a profité aussi pour éviter ce qui allait lui arriver. Et donc, ils ont mis à profit leur économie et cette fois-ci, ils n'ont pas souffert du tout, hein.
PIB avait baissé de 2% en 2022 et puis c'est fini, c'est remonté. Et au contraire, il est bien meilleur que la France. La France aimerait bien avoir un PIB comme celui de la Russie actuellement. On n'y en est pas, on n'en est pas là en tout cas en France, hein. Non, non, Justement, tu... le but de cette guerre, c'était vraiment déjà de séparer l'Ukraine. euh, il y a 30 ans, hein, ils voulaient séparer l'Ukraine de l'URSS, déjà, c'est la première chose. Donc là, ils voulaient faire pareil. Et puis, c'est surtout détruire l'Europe, détruire l'économie. L'entente allemande-russe effrayait beaucoup les Américains. D'abord parce que l'Allemagne dépendait à 66-70% du gaz russe pour son économie. Et on voit le résultat aujourd'hui en Allemagne, c'est catastrophique. Les industries ferment ou délocalisent. Volkswagen délocalise aux États-Unis. La plus grande industrie chimique allemande, BAF, se délocalise aux États-Unis aussi. Bon, ça va tellement bien que le gouvernement est tombé. Il va y avoir des nouvelles élections le 23 février. Donc, c'est vraiment catastrophique pour l'Allemagne, cette histoire de gaz. En plus, les Américains n'arrivaient pas à vendre leur gaz de schiste Mhm. en Europe à cause des écologistes. Et là, ils ont dû disparaître, les écologistes, hein, parce qu'on ne les entend plus. Et non seulement on importe du gaz de schiste américain, mais on le paye 3 à 4 fois plus cher que le gaz russe. Ça On fait y marcher le reviendra business comme sûrement. ça, hein, ça fait marcher le business. Donc, ce que tu nous dis, en tout cas ce que tu as découvert d'après tes recherches, c'est que toute la guerre en Ukraine est orchestrée par les États-Unis. Oui. Mhm. Complètement orchestré. On entend beaucoup parler de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Oui. Alors, on a entendu à une Ben, certaine époque Nicolas Sarkozy, Angela Merkel qui étaient contre. Et puis là, on en a d'autres qui sont pour, comme Monsieur Hollande. Mais c'est une vaste plaisanterie de raconter ça au peuple. L'OTAN est en Ukraine depuis 30 ans. L'Ukraine n'a pas besoin de rentrer dans l'OTAN. Comment se fait-il qu'il y ait 12 bases militaires de l'OTAN à la frontière russe? Voilà, donc l'OTAN est rentré. Des militaires des États-Unis et britanniques sont en Ukraine depuis 30 ans. Et là, depuis 3 ans, il y a également des militaires polonais, des militaires allemands et des militaires français. Alors bien sûr, en France, on dit non, ce pas des militaires, ce sont des mercenaires. Oui, bien sûr, si on veut, ce sont quand même des militaires français. oui, c'est juste un mot, hein. Tu n'as pas peur là de rentrer dans la grande secte des complotistes? Tu te fais pas attaquer là sur ce coup-là? Alors tu sais, je vais te dire une chose, je voudrais pas plagier un certain publicitaire, mais si à mon âge, je m'occupais de ce qu'on pense de moi, je pense que j'aurais raté ma vie. Fin de parenthèse. Alors, dis-moi, à ton avis, enfin, pourquoi est-ce que Poutine n'a pas appuyé sur le bouton? Parce que, mine de rien, il reçoit des menaces de toutes parts. De l'Europe, de- des États-Unis, de l'Ukraine. Il est très patient, c'est un joueur d'échecs. Et je pense qu'il prend son temps. D'ailleurs, il a avancé en Ukraine. Il a quand même grignoté 20% du territoire Mhm, ukrainien. Il a repris les oblasts russophones, c'est-à-dire de sa population qui parle russe et qui, depuis 2014, était tuée par les néo-nazis du gouvernement de Kiev. mhm, Hein, c'est les néo-nazis, ceux qui viennent de la Haune, le, le- le- cette création de Stéphane Bandera, par exemple, voilà, et qui ont décidé qu'il fallait tuer tous les russophones. Entre parenthèses, ils organisent des camps de vacances pour les jeunes enfants où on leur apprend à tuer du russe, à tuer du moscovite. Donc, l'ONU a reconnu qu'il y avait quand même eu 15 000 morts depuis 2014. En réalité, il y en a beaucoup plus. Il y en a 4 millions qui ont fui euh, le Donbass et tout ça, enfin toute cette région de l'Est pour vivre en Russie. Et donc, il faut savoir quand même que les gens qui vivaient là-bas depuis 2017 n'ont plus le droit de parler russe. Les médias qui publiaient en russe ont été interdits.
C'est incroyable tout ce qu'ils ont fait. Et là, depuis, avec Zelensky, alors moi, ça m'a fait rire la semaine dernière, on a vu Zelensky à Notre-Dame, invité à Notre-Dame pour l'inauguration de Notre-Dame. Mais je n'ai entendu aucun média nous dire que Zelensky avait fait interdire la religion chrétienne orthodoxe en Ukraine, Mhm. qu'il avait fait fermer les églises, qu'il avait fait fermer les monastères qui ont été pillés d'ailleurs, parce que bien sûr tout ce qu'ils ont pillé a été revendu. Pas un mot de nos médias français. Ben, les Français devraient le savoir quand même, ce qui se passe réellement en Ukraine. Il n'y a pas Ouais. ça qui se passe, hein. On sait très bien comment fonctionnent les médias aujourd'hui et euh, n'est dit que ce qui doit être dit pour pouvoir au mieux possible contrôler, manipuler comme on dit, continuer à faire du business as usual, quoi. Comme je l'expliquais dans le tome 2, dans le chapitre Mhm. médias, Oui, tout à fait. on n'a même pas à censurer les journalistes, ils se censurent eux-mêmes, ils savent eux-mêmes les sujets qu'ils ne doivent pas aborder. Donc, Tu fais dans ton livre, tu as un chapitre sur la politique d'Emmanuel Macron. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? oui, parce que nous avons un battant-guerre quand même là. C'est incroyable. C'est un mec qui a jamais fait son service militaire et qui veut absolument. Alors, au début, avant, il avait un copain, il y avait Olaf Scholz, qui était pareil que lui, qui voulait faire absolument la guerre à la Russie. Là, depuis un certain temps, l'autre a tourné sa veste. Mais bon, il s'est retrouvé un autre copain, le nouveau Premier ministre anglais, Starmer, qui lui aussi a déclaré qu'il fallait absolument attaquer la Russie. Puis alors, ils ont, avec le nouveau secrétaire général de l'ONU, euh, Rutherford, qui était le Premier ministre hollandais. C'est le fameux Premier ministre hollandais qui a fait tirer à balles réelles sur les Gilets jaunes et qui a déclenché les plus grandes manifestations agricoles aux Pays-Bas. Donc c'est lui maintenant qui a remplacé Jens Stoltenberg en septembre dernier. Et lui aussi, il a déclaré, puisque Trump a été élu et avait dit qu'il sortirait de l'OTAN, et donc, celui-ci a dit que si l'Amérique sortait de l'OTAN, c'est pas grave, ils attaqueraient quand même la Russie. Bon, il faut quand même se renseigner sur l'état de l'armée française. Je crois on a un général qui a dit que notre armée, c'était des majorettes, une armée de majorettes. On a le ministre des Affaires de l'armée britannique qui a déclaré récemment, il y a un mois, j'ai l'article, que l'armée anglaise perd 300 individus par mois par rapport à ceux qu'ils embauchent et ceux qui fuient, qui quittent l'armée britannique. Ils ont un manque à gagner de 300 personnes, de 300 soldats par mois. En fait, quand tu dis 300, c'est entre ceux qui rentrent et ceux qui partent, il y a vraiment 300 net, hein. À l'arrivée, il en manque 300 tous les mois. Waouh, C'est c'est énorme. le ministère des Armées britannique. Mhm. Voilà. Donc, ce qui prouve que même les militaires n'ont pas envie de faire la guerre en Europe. Je pense que les peuples voudraient vivre tranquillement, en paix, et c'est toujours ceux qui veulent la guerre qui n'y vont pas, hein, de toute façon. Donc, Paul Valéry, il avait dit, ce sont des gens qui ne se connaissent pas et qui s'entretuent au profit de gens qui se connaissent, mais qui, eux, ne s'entretuent pas. Mhm, mhm. Voilà. Donc nous avons un va-t-en-guerre avec Macron. Oui, il y a un gros chapitre là-dessus, mais ce serait très long de m'apesantir sur Macron parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que cet individu dans le livre. Euh, Si ce n'est que j'ai commencé ce chapitre par une personne que j'aime bien et qui est Mireille Mathieu et qui avait déclaré l'année dernière, c'est donc sa déclaration que j'ai mis en tête de chapitre, que pour résoudre ce conflit, elle attendait quelqu'un de la trempe d'un Mandela, mais que c'était certainement pas Macron qui ferait le poids. Il faudrait qu'il passe quelques années en prison. Peut-être que ça va lui changer le. Petite d'Avignon, quand elle veut pas faire, elle sait très bien le faire. Bien Mais sûr. c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas été invitée à chanter l'Ave Maria dans Notre-Dame, Mhm, mhm, mhm. Peut-être. Sûrement. certainement. D'après toi, la suite de cette guerre, ou la fin de cette guerre, c'est quoi? C'est quand?
Ouais, je pense que ça pourrait être l'année prochaine en fonction de ce que Trump va décider. Mais c'est très difficile ça va être très difficile pour Trump pour une bonne et simple raison. C'est que si la Russie gagne, ça veut dire que l'Ukraine a perdu. Mais comme tout le monde sait que c'est pas l'Ukraine et que c'est l'OTAN qui est Bien derrière, sûr. ça veut dire que l'OTAN a perdu. Voilà. Mm. Donc, je ne sais pas comment Trump peut s'en sortir. Il va falloir qu'il louvoie un petit peu de manière à s'en sortir, mais la tête haute. Voilà. Mais ce serait bien de terminer déjà pour qu'on puisse peut-être réparer, si c'est possible, ce Nord Stream qui avait explosé, dont l'annonce avait été annoncée Mhm. par Biden en janvier 2022. Il avait Olaf Scholz à côté de lui à Washington et devant le chancelier allemand, il a quand même déclaré que si les Russes franchissaient la frontière, Nord Stream ne tiendrait pas. Mm. Tu sais que depuis que les frontières ont été ouvertes suite à la fin de la pandémie, on a été envahi ici à Bali de Russes et d'Ukrainiens, quoi. On est toujours, hein, d'ailleurs, hein. Ah oui, on est envahi de Russes et d'Ukrainiens et l'île a entièrement changé en l'espace de 2 ans et demi. Alors, Bah, pour revenir à Nord Stream, c'était pas le premier gazoduc que les Américains faisaient sauter. À l'époque de Mitterrand et de Reagan, Mitterrand avait donné les informations d'un gazoduc russe et Reagan l'avait fait exploser déjà. mhm. Donc, bon, on a tous entendu parler de l'enquête de Seymour Hersh, un un journaliste américain quand même qui a reçu plusieurs fois le prix Pulitzer, ne serait-ce que pour ses enquêtes, ses écrits sur la guerre du Vietnam, entre autres. Et donc, lui, il avait expliqué ce qui s'est passé, comment ça a été préparé par les instances américaines, mais très haut placées, bien sûr. Des entraînements ont été faits dans la piscine la plus profonde au monde, qui se trouve au Panama. Et ensuite, ça a été réalisé avec les gars de la Navy, bien sûr, mais les plongeurs norvégiens, parce que ce sont les meilleurs plongeurs au monde, ils sont plongeurs de génération en génération. Voilà, donc ça avait été orchestré avec eux. Et comment pouvait-on faire déposer des bombes sur ce gazoduc discrètement? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ans, l'OTAN a des exercices dans la mer Baltique, en juin. Et donc, en juin 2022, il y a eu un exercice qui s'appelle Baltrop 22, que tout à chacun peut trouver sur Internet, parce que c'est indiqué en plus. Et donc, l'exercice consistait à ce que des plongeurs déposent des mines, et puis une autre équipe retourne les récupérer. Voilà. Donc, ils ont profité de cet exercice pour déposer vraiment des vraies mines. On Des va y vraies mines. revenir tout à l'heure. Voilà. Et puis, ils se sont quand même aperçus que s'ils les faisaient sauter quelques jours après, c'était pas très sérieux. Donc, ils ont mis un dispositif de manière à pouvoir le faire exploser plus tard. Ils savaient pas quand, à l'époque. Donc cette fois-ci, c'était pas un exercice, on est bien d'accord, hein? Oui, oui. Le Baltrop était un Oui, exercice général. Ils ont profité de cet c'est exercice ça, ouais. pour, Donc, ce que tu dis, c'est que cette fois-ci, ça n'était pas un exercice. voilà, ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin de ça pour cacher réellement ce qu'ils faisaient. Voilà. Et donc, le 26 septembre 2022, il y a un avion militaire norvégien qui est passé au-dessus de la balise, qui a lancé une bouée qui déclenchait tout. Et quelques heures plus tard, alors il y a deux Nord Stream 1 et deux Nord Stream 2. Il y en a trois qui ont sauté. Il y a un Nord Stream 1 qui n'a pas explosé. Voilà. Donc, bah, tout de suite, je ne sais pas si tu as vu les journaux, mais c'était Poutine, hein. Bien De toute sûr. façon, Poutine, je crois que même la mort de Louis XVI, on va la mettre sur le dos de Poutine. Et donc, tous les journaux sont partis là-dessus, alors que sincèrement, euh, ça avait coûté plusieurs milliards. Entre autres, Total, ça leur a coûté 1 milliard et on n'a pas entendu les actionnaires de Total bouger là-dessus. C'est curieux. Alors que Poutine n'avait qu'une seule chose à faire, c'était fermer le robinet. Il fermait le robinet, le résultat était le même, donc il n'y avait pas besoin de faire tout ça. Et puis en décembre 2022, quand même, le New York Times a commencé des articles en disant que rien ne prouvait que c'était la Russie. Et puis donc Seymour Hersh a sorti son enquête parce que, bon, évidemment, il est journaliste depuis 50 ans, donc il a toutes les entrées, toutes les connaissances qu'il faut.
entre autres une de ses connaissances qui était à la base de cet attentat, donc il connaissait tout bien et qui lui a tout expliqué. C'est donc ce qu'il a expliqué. Mais donc ça aurait été explosé avec du C4. Voilà. Et donc on a Jeffrey David, qui est un économiste mondialement connu, qui est un conseiller particulier du secrétaire général de l'ONU, qui lui a déclaré que c'était un attentat terroriste international et qu'il fallait absolument une enquête. Et naturellement, l'enquête, bah, il n'y en a pas eu. Même quand à l'ONU, il a fallu voter pour l'enquête, euh, à part la Russie, la Chine, et puis le Brésil, je crois. Les autres pays n'ont pas voté pour l'enquête. Ce qui est curieux d'ailleurs, parce que quand plus tard Navalny sera assassiné, euh, M. Macron, qui a voté non pour le Nord Stream, sera le premier à demander une enquête pour le mort de Navalny. On y reviendra aussi à Navalny. Voilà. Et donc, on a un physicien suisse, Hans Benjamin Hans, qui il a un CV qui fait une demi-page dans mon livre, donc c'est vraiment quelqu'un de très compétent. Lui, il a fait des analyses entre cette explosion dans la Baltique et les explosions que la Corée du Nord, les explosions atomiques que fait la Corée du Nord. Et il s'est aperçu que ça se matchait, ça correspondait bien. Alors, il a continué à enquêter et là, il a découvert que 24 heures après l'explosion, il y avait un nuage radioactif au-dessus de la Pologne. 3 jours après, le nuage radioactif était au-dessus de son pays, la Suisse. Il a regardé les séismographes et il a vu qu'à 1500 km, l'explosion avait été enregistrée. Et puis surtout, il s'est aperçu, puis il a vu par la suite que la mer Baltique avait augmenté de 5 degrés sur 100 km à la ronde pendant un an. Donc, lui, il a fait un rapport en disant que c'était une mini-bombe nucléaire qui avait été déposée pour faire exploser Nord Stream. Alors, il est suisse, je l'ai dit, donc il a envoyé son rapport aux ambassades russes, américaines, anglaises, tout ça. Il n'y a pas eu de suite. Donc, il l'a envoyé à l'ONU, il l'a envoyé au tribunal de La Haye, et il n'y a pas eu de suite, mais on lui a fait comprendre que valait mieux laisser le cadavre dans le placard, parce que ça serait reconnaître que les Américains avaient commencé avec une bombe nucléaire. Mhm. Et tout ça, c'est sourcé, hein, comme d'habitude, hein. Tout ça, c'est sourcé, il y a Ah, toutes les sources. c'est sourcé, il y a toutes les analyses de ce professeur, il y a ses croquis, enfin les. Ouais, ouais, C'est vraiment ça qui est incroyable dans tout tes tomes, c'est cette recherche de titan, même puis les fourmis là, c'est cette recherche de titan sur les sources, les preuves, et on y a accès directement, on a les liens, on a les photos, on a les croquis, on a les images, c'est toujours un travail admirable. ils annoncent ce qu'ils vont faire. Donc, et puis, si tu veux, en mettant les sources, on ne peut pas m'accuser de ce que tu Bien m'as sûr. demandé tout à l'heure, puisque les documents sont sur Internet. Cet exercice Baltrop, les gens vont sur Internet, ils tapent Baltrop 22 et ils vont voir et ils pourront tirer les documents en PDF qui expliquent tout, hein. Et tu as eu des accusations là, à la sortie de ce tome-là? Tu as eu des attaques, des accusations, des menaces? Non, Non. non, non. On te laisse Non, tranquille non, maintenant. j'ai même fait 2 interviews où on m'a demandé si j'avais eu des procès pour les précédents. Ben oui. Non, j'ai pas eu de procès pour les précédents non plus. De toute façon, en même temps, comment est-ce qu'on peut t'attaquer puisque tout ce que tu dis a une preuve et est sourcé. Voilà, voilà. Et Donc, il y a une chose, dans ce livre, il y a une chose que je dis, sans donner le nom de la personne, parce que j'ai pas la preuve, j'étais pas là quand il bien aurait sûr. reçu. Mais bon, c'est sourcé, donc les gens, ils vont en note de bas de page. Il y a 900 notes de bas de page encore, donc ils vont en note de bas de page, puis ils trouveront. On y viendra plus tard. On va en parler tout à l'heure quand même. Donc oui, c'est sourcé, et parce que si tu veux, je veux que les gens se rendent compte par eux-mêmes que l'information, elle est là et qu'on peut la trouver. Alors que c'est bien quand on travaille, quand on a des enfants, tout ça, on n'a pas forcément 2 ou 3 heures par jour à passer à chercher. Surtout que quand on cherche un renseignement, ça nous renvoie sur un autre, sur un autre, sur un Non, autre. mais il Voilà, et faut on découvre savoir plein de choses. chercher. Chercher aujourd'hui sur Internet, c'est un art.
parce que quand tu tapes, il faut d'abord savoir taper les bons mots-clés, ouvrir les bons sites, aller chercher dans les beaux endroits, cliquer sur les bons liens. Souvent, ils sont cachés pour qu'ils t'amènent à. Enfin, et puis, il y a aussi des sources qui ne sont pas dans la langue originelle en français pour ceux qui sont français. Enfin, bref, il faut savoir chercher. C'est un métier, hein. Il faut savoir que sur les tomes 1 et 2, toutes les sources provenaient d'organismes d'État, hein. Oui. Le VAERS, le CDC, le NIH, l'OMS anglais, l'Institut John Hopkins. Donc tout ça, c'était sourcé. On ne pouvait pas dire que c'était faux, hein. Même, Alors je dirais, justement, parce que certaines si on révélations de revient l'OMS. dans le tome 2, tu parlais d'une pieuvre. Je ne sais pas si tu te rappelles. Mais à un moment donné, oui, tu te rappelles de la pieuvre. Donc la pieuvre, c'est tous les acteurs, c'est tous les acteurs qui ont participé à, à la crise de 2020. Mais quelque part, on retrouve cette pieuvre, d'une certaine manière, dans le tome 3. Voilà. Bien Est-ce que tu... sûr, c'est pour ça que c'est devenu un tome 3. Mhm, ok. C'est pour ça que c'est devenu un tome 3. C'est une suite, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Alors, on pourrait peut-être parler de M. Volodymyr Zelensky aussi, parce Mhm. que les gens ne savent pas qui c'est, en dehors du fait où Bah, c'est le il joue du président de l'Ukraine. piano, voilà, en dehors du fait où il joue du piano avec un certain organe, les gens savaient pas bien, ne connaissaient pas ce monsieur. Mhm. Voilà, alors c'est bien de remettre exactement qui il est. Donc, c'était un comique. D'ailleurs, Monsieur BHL a dit au début, je pensais que c'était un Coluche. Et puis, j'ai discuté longtemps avec lui. Puis, quelques années plus tard, je l'ai vu dans la rue invectiver Biden en disant, je t'ai pas demandé des taxis, je t'ai demandé des armes. Et là, il était devenu Churchill. Voilà. Quelle comparaison. Pauvre Monsieur Churchill qui a dû se retourner dans sa tombe. Donc, Volodymyr Zelensky était un comique, il faisait des films. Il a été choisi en 2012 par les Américains. Il avait fait un film dans lequel il jouait le rôle de Napoléon qui envahit la Russie. Et ça a beaucoup plu aux Américains. Et ils se sont dit, c'est celui-là qu'il nous faut, on va se le préparer. Voilà, donc le film a été enlevé. Donc là tu es en train de dire que Zelensky joue son rôle. Le rôle qu'il avait déjà joué dans son film. Attends, non, non, oui, non, là, il avait un rôle de comédien, ils ont trouvé que c'était un bon comédien. Ok. Donc, ils ont mis Hollywood sur le coup, les scénaristes d'Hollywood, pour qu'ils fassent une série qui s'appelle Sauveur du peuple, dans laquelle un professeur d'histoire ou littéraire deviendrait président du pays. Voilà. Donc, il y a eu cette série sur 3 saisons. Voilà. La dernière saison, le dernier épisode où le professeur est élu président, a été diffusé à la télévision ukrainienne 4 jours avant l'élection de 2019. Voilà. C'est la meilleure pré-campagne présidentielle jamais qu'il y a eu au monde, hein. Pendant 3 ans, les Ukrainiens ont été bercés avec ce feuilleton, avec cette série. Mhm. Et donc, pendant sa campagne présidentielle, il n'a jamais fait un discours en direct. Tout était fait, enregistré à l'avance de manière à pouvoir le corriger. Il reprenait les termes du feuilleton, bien sûr, et il a été élu, voilà, haut la main. Donc, sincèrement, je pense qu'au début, il a cru qu'en tant que président, il allait pouvoir faire ce qu'il voulait, puisqu'il s'était avancé déjà avec les républiques du Donbass. Il avait annoncé qu'il leur donnerait une certaine liberté qu'elle n'avait plus depuis 2014. Puis il a quand même été élu pour 2 choses, imposer la paix et supprimer la corruption. Donc là, on voit que c'est un succès fabuleux. Je rappelle que l'Ukraine est le pays le plus corrompu d'Europe. Mhm. Et ça s'est pas arrangé depuis. Voilà. Mais en septembre 2022, il a été très vite rattrapé par les gouvernements nazis de la Rada. Donc la Rada, c'est l'Assemblée nationale à Kiev. Et ça, plus sa consommation de farine, si tu vois ce que je veux dire, il a très vite été pris en main par les Américains. De D'ailleurs, type 55. voilà, dans le livre, je résume, il y a un représentant américain qui est venu le voir pour lui dire qu'il allait se faire assassiner, pas par Poutine, mais par les Américains si il n'exécutait pas les ordres, quoi. Voilà. Donc, finalement, après,
Bah, il a exécuté, hein, ça, voilà. Puis bon, je sais pas s'ils lui ont fait miroiter sa fortune personnelle ou si s'il l'a arrangé tout seul. Déjà en 2019, il avait été épinglé par les Panama Papers. Et puis bon, bah depuis, on ne va pas le plaindre, mais, je veux dire, il aura une bonne retraite, hein. Alors je vais me faire l'avocat du diable parce que la question va être posée obligatoirement dans les commentaires. Pourquoi est-ce qu'un président détruirait son pays? Non mais je la pose avant qu'elle soit posée, ça m'évitera de répondre à 100 commentaires pour répondre à la même question. Bah, lui, au moins, il a une excuse, si on peut dire, c'est qu'il fait fortune. Il s'en met plein la poche. Si tu penses à un autre, je ne sais pas. Ouais, Peut-être un avenir politique européen. oui. Non, mais lui, les Américains, enfin, il y a une journaliste américaine qui a fait une petite enquête sur sa fortune aux États-Unis qui serait 35 millions entre la villa Miami, ses biens, ses voitures et tout là-bas. Il avait quand même racheté aussi une villa qu'il a mis au nom de sa belle-mère en Égypte, dans le quartier vraiment très huppé, où il y a là aussi beaucoup de Russes. Et le journaliste qui a fait l'étude a reçu des menaces. Il a été assassiné d'ailleurs. Euh, et même si un certain David Pujadas dit que c'était faux, euh, les policiers égyptiens, eux, étaient bien sur une piste ukrainienne, hein. Voilà. Euh, il a aussi également, en février de cette année, racheté le manoir de Charles III, le manoir Highgrove à Londres pour 23 millions euh, de livres. En juin de l'année dernière, enfin, c'était en juin, ouais. Il a racheté la propriété viticole de Sting en Toscane. Il avait déjà une propriété en Toscane qu'il avait oublié de déclarer dans ses biens quand il est devenu président. Donc là, 75 millions. Voilà. Donc, Ça plus les va. deux yachts. Alors, il y a plus les deux yachts. Par contre, l'histoire du casino en Crète, ça, non, c'est faux. Mais les deux yachts, dont un est dans un port français. Alors, bien sûr, c'est jamais à son nom à lui, c'est toujours au nom des sociétés qui lui appartiennent. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, mais la propriété viticole de Stig, non, non, c'est pas à lui. Bah oui, bien sûr, c'est au nom d'une certaine société, sa société italienne. Et si on regarde qui est propriétaire de la société italienne, c'est Volodymyr Zelensky et Olona Zelenska. Il m'amène Oui, à parler d'Olona. oui. Olona Zelenska, qui était une plante verte les premiers mois où elle était première dame, et puis qui a très vite compris le système. Elle a été reçue par Hillary Clinton, d'ailleurs, ce qui était un mauvais présage pour la suite, qui a dû lui conseiller de faire une fondation pour sauver les pauvres enfants ukrainiens. Voilà. Donc, elle a fait une fondation pour sauver les orphelins ukrainiens. Voilà. Et puis, donc, cette fondation, elle a été créée en octobre 2022, très peu de temps après la guerre. Elle est parrainée par Hillary Clinton, par Matt Damon, par Bernard-Henri Lévy, qui a donné ses droits d'auteur pour la fondation, voilà, et puis par d'autres. Un an après, en novembre 23, il y a un journaliste qui a fait une enquête et qui a sorti son enquête d'ailleurs parce que il a réussi à avoir le témoignage d'un des chauffeurs de la fondation, un chauffeur qui a démissionné quand il a compris ce à quoi il servait et ce qu'il faisait. Mais il a fait un témoignage, il a donné les documents et ce chauffeur a témoigné qu'il livrait des enfants à Paris, à Londres, à Berlin, à des pédophiles. Justement, c'est la question que je vais te poser, enfin, tu es au courant, enfin, tu es sûrement au courant de tout ce qui s'est dit, tous les messages qui sont passés, comme quoi vraiment l'Ukraine était ou encore la plateforme, la plus grosse plateforme de trafic d'enfants. Et moi, je suis bien placé pour ça, parce qu'on a fait plusieurs vidéos dessus. Trafic d'enfants, vente d'enfants. Hein? Et 10% de la pédophilie du monde passait C'est clair. par l'Ukraine. À part l'Ukraine, ouais. Et il y a un réalisateur polonais qui a fait un film, enfin un documentaire. Il a enquêté, il a fait un documentaire. J'ai mis d'ailleurs le lien dans le livre. C'est assez difficile à voir, hein. Il faut Mhm. avoir le cœur bien accroché. Et il explique qu'ils prennent des gamins de 7 8 ans, 9 ans, et ils les livrent dans des bordels en Allemagne. Et qu'ensuite, quand ils sont un peu usagés, ben, il les tue pour vendre des organes.
Parce qu'il faut aussi rappeler Oui. que l'Ukraine, c'est une plaque tournante de vente Mm, d'organes. mm, Et mm, mm. j'en profite pour préciser que les soldats qui meurent actuellement, les organes sont récupérés, vendus sur le net entre 5 000 et 25 000 euros, livrés sous 24 heures. C'est C'est ça horrible, hein. l'Ukraine. Il faut que les gens se mettent bien dans la tête ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Et ça, c'est une réalité. Voilà. Et donc, il donne le nom de la personne. Et bah, tu verras à la fin du chapitre. Moi, j'ai pas mis le nom de la personne, mais bon, il y a le lien, donc les gens vont pouvoir les trouver. Et je dis, je suis sûr que quand même, notre police et notre justice travaillent. Mais ça fait un an. Ça a été mis en ligne le 23 novembre 2023. C'est toujours en ligne aujourd'hui. Pas un mot, tu remarqueras que dès que ça touche problème de pédophilie, les journaux, ils Mm, zappent complètement. mm. Enfin, les médias mainstream. Bien sûr. Mais on a fait une vidéo, comment ça s'appelle? Enfin, deux vidéos dessus depuis la sortie de Son of Freedom. Après, il y a eu les survivantes. euh, voilà, Oui, oui, qui j'ai sont vu. mis aussi sur cette chaîne, quoi. Et c'est clair que il y a, enfin, au niveau des médias, il y a un silence total, mais en même temps, c'est normal puisque les, les, les dirigeants européens et français surtout sont impliqués, quoi, pour la plupart. Voilà. Ouais. Et si on réfléchit un petit peu, si on allume notre cerveau un petit peu, on comprend bien que vu ce que fournit l'Ukraine euh, à certains dirigeants européens, on comprend pourquoi Bien les sûr. dirigeants européens ont envie que ça continue, n'ont pas envie que la Russie gagne. Parce que énormément de dirigeants tombent dans la pédophilie. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils sont tenus par le chantage. Et j'ai même eu des contacts dans l'armée qui m'ont dit, dans les hauts gradés également, ils sont tenus par le chantage. Parce que sincèrement, en France, on aurait une armée qui serait son rôle, c'est-à-dire défendre les Français. Ils auraient dû renverser le président depuis longtemps quand même, Mhm. sincèrement. Donc, même l'armée ne fait pas son rôle. Donc ça, c'était pour Volodymyr et puis Olona. J'ai vu qu'aujourd'hui, ils sont en train de préparer leur exil en Grande-Bretagne. Bon, c'est sûr, ils vont avoir le manoir de Highgrove, donc c'est bien. S'ils ne se font pas descendre avant, parce que généralement, les Américains, quand ils ont utilisé quelqu'un, après, ils s'en débarrassent, hein. On va pas citer de nom, mais il y en a beaucoup. Ils en ont fait assassiner beaucoup. Donc, il y en a qu'un qui a échappé, là, c'est Bachar el-Assad. Il a réussi à partir avant d'être assassiné, celui-là. Mais sinon, les autres, voilà. Donc, bon, c'est lamentable ce qui se passe en Ukraine. Les gens ne savent pas, on n'informe pas les Français sur ce qui se passe. La télévision allemande, moi j'ai vu un document et je l'ai mis dans le livre, il y a un reportage de 15 minutes sur la façon dont ils enlèvent les hommes dans les rues. Par exemple, il y a un homme qui est dans sa voiture avec sa femme et ses enfants. La police, enfin, c'est pas la police, c'est mi-police, mi-militaire. Ils arrêtent la voiture, ils sortent le mec et ils le mettent dans un fourgon et 48 heures après, il est au front, quoi. Ce sont des rafles, il y a pas d'autre mot. Ce sont des rafles. Ils arrêtent les gens à la sortie des magasins, à la sortie du cinéma, à la sortie du bureau de tabac. Avant, ils leur laissaient le temps de retourner chez eux pour prendre des affaires. Et ils se sont aperçus, bien sûr, que les gens ne reviennent pas et qu'ils s'enfuient. Donc maintenant, ils les emmènent tout de suite. Ils leur piquent leur téléphone et ils les emmènent tout de suite. Et après, ils les mettent au front. D'ailleurs, le ministre, Ce sont des guerriers qui agissent par la peur sur le terrain, voilà, voilà, voilà. hein. Et le ministre, d'ailleurs, des armées a dit, en parlant des Américains, ils nous fournissent les armes et nous fournissons les hommes. Mm. Et les Américains demandent actuellement qu'ils baissent l'âge parce que l'âge, c'était jusqu'à 25 ans. Et que vu qu'ils n'ont plus personne, que l'armée est anéantie, comme ce qui avait été prévu, tu te rappelles, dans mes rapports d'il Oui. y a 30 ans, ben, ils demandent de baisser l'âge jusqu'à 18 ans. Ils vont ramasser des gamins de 18 ans pour les mettre au front. C'est lamentable, c'est de la chair à canon, quoi. Et bien sûr, nous, notre président, il est très content, il dit qu'il faut continuer, il redonne des millions. Tu vois, on n'a pas d'argent pour Mayotte, là, avec ce qui vient de se passer, mais les derniers 3 milliards qu'il a donnés directement à Zelensky, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup de choses à Mayotte avec ces 3 milliards.
Il faut savoir que Frau von der Leyen, elle a donné depuis le début du conflit 241 milliards. 241 milliards à l'Ukraine. La France a une participation de 17%. C'est-à-dire Waouh. que la France, elle a donné 40 milliards. Ouais, à peu près. Vous imaginez, quand vous voyez qu'en France, quand vous allez aux urgences dans les hôpitaux, vous attendez 6 heures, 8 heures, et des fois vous rentrez chez vous Et des fois, tu sans n'as même avoir pas le médecin, ou alors on te dit que tu peux pas te faire soigner ici, il faut Voilà. partir à 20 km. Que ce soit, voilà, que ce soit partout, et la justice qui manque absolument de personnel, de tout, la police, et tout ça. Et donc, Jean-Michel, merci vraiment d'abord pour ce troisième tome. Merci pour tout ce travail que tu fais. Il n'y en aura pas un quatrième. non, il y a Tu un vas, autre livre, mais ce tu ne vas sera te pas mettre à la quatre. Non, retraite? non, puis là, les Non, trois, tu vas pas te mettre à la retraite si quand tu veux que même. les trois ensemble, ça fait bleu, blanc, rouge, c'est C'est très ça, beau, ouais. donc on va Mais continuer. tu vas pas te mettre à la retraite quand même. Non, 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 bah, tu sais, moi je suis passionné par les mensonges d'État, donc je suis pas prêt d'être à la retraite avec les c'est clair. mensonges d'État. Donc, Jean-Michel Jacquemin Raffestin, ne leur pardonnez pas le numéro 3, ils savent très bien ce qu'ils font, l'Empire du mensonge, toujours aux éditions Nouvelle Théa. Vous pouvez le retrouver sur le site de l'éditeur directement. Vous avez le lien dans les commentaires en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Vous pouvez envoyer des messages à Jean-Michel et on vous répondra. Tu veux dire quelque chose pour finir, Jean-Michel? Bah, et déjà, pour finir, quelque chose qu'ils n'entendront jamais de la bouche de leur président, je vais souhaiter un joyeux Noël à tous ceux qui nous écoutent, Gentil. puisqu'on est Voilà. à quelques jours. Et c'est pas Macron qui vous souhaitera un joyeux Noël, il souhaite d'autres religions, mais nous, il ne souhaite pas. Donc, je me permets de le souhaiter. Donc, joyeux Noël le jour où on enregistre cette vidéo, mais elle sortira après Noël, hein, en tout cas. Donc, on vous souhaite quand même des bonnes fêtes, hein, toutes et tous. Jean-Michel, merci pour nous faire confiance. Merci d'être venu ici. Merci encore pour cette œuvre d'art. Sur ce, je te dis à bientôt, en espérant te rencontrer ici sur Bali rapidement, hein. Avec grand plaisir, Voilà. c'est prévu cette année. Bon, bah alors on va se voir bientôt. Je vous souhaite aussi de bonnes fêtes. Je vous dis à très bientôt, à plus tard dans la vie. N'oubliez pas, procurez-vous ce livre pour finir l'année, pour démarrer l'année. Ne leur pardonnez pas 3, ils savent très bien ce qu'ils font, l'empire du mensonge. Merci, au revoir.